Cette singulière composition de l'état-major de la garde nationale était expliquée par les plus singulières formes de fortification de la capitale. Des simples palissades enveloppaient assez ridiculement les barrières de Paris. C'était tout au plus un obstacle contre les Cosaques qui seraient venus toucher jusque-là. Ils ne voulaient pas effrayer les Parisiens et les distraire de leur plaisir par un appareil formidable de fortification et par une composition guerrière de la garde nationale. Ils pensaient sans doute que s'ils ne pouvaient pas battre l'ennemi, il était inutile de penser à défendre une ville qui présentait si peu de moyens de résistance et dont ressus à la révolte. Avant de partir, il fit rassembler aux Tuileries tous les officiers de la garde nationale et prenant son fils dans ses bras et le présentant à l'Assemblée, il prononça un discours qui électrisa les foules. Les cris de Vive l'Empereur furent si énergiques, si unanimes que moi-même je fus mu. J'ai pensé pendant quelques instants qu'un sentiment exprimé avec un tel enthousiasme pouvait produire un beau résultat. La réflexion me ramena aux tristes vérités dont j'étais pénétrée. Je revis l'empereur le soir. Il me parla du mouvement du matin. Je lui dis toute ma pensée, que cette disposition des esprits était bonne pendant la campagne si la guerre n'approchait pas de Paris, mais qu'il ne fallait pas le mettre à l'épreuve de l'approche de l'ennemi. Il sourit et me tirant l'oreille suivant sa coutume. « Vous n'avez plus d'illusions, monsieur le Romain ?» « Non, sire, lui répondis-je, mais j'ai de l'espérance sur cette campagne et une belle victoire vaut mieux que l'enthousiasme de ce matin. Ah, me dit-il, en se couchant, il faut le remporter. Je restai aux Tuileries cette nuit. À 4 heures du matin, il partit. Il paraissait gai, ferme et d'une santé parfaite. Ainsi, je levai tout cheveux au moment de son départ et cette disposition d'esprit me rendit de la confiance. Le général Sebastiani nous revint de l'armée et resta à Paris pendant 2 jours. Il me donna de tristes détails sur la campagne. L'ennemi était si nombreux, les désastres si grands, les ravages de l'ennemi si horribles dans les campagnes qu'il lui paraissait difficile que l'empereur pût tenir encore longtemps. Il sentit promptement, sous mon observation, combien il était dangereux de rendre publiques toutes ces alarmes qu'il avait un peu propagées et voulant les neutraliser. Elle prêcha la nécessité de la défense de Paris comme le seul moyen de sauver la France. Les plaintes, les cris, les sarcasmes s'élèveront avec fureur contre lui dans les sociétés Talleyrand et dans toute la haute noblesse qui déjà était mise en liaison avec le comte d'Artois. Il partit au son des coups, des sifflets, des émigrés, et s'il a dit l'empereur toute sa pensée, je croirais alors qu'il s'est après ce rapport que l'empereur donna l'ordre au ministre de la police de faire arrêter et conduire au loin les princes de Talleyrand. Tandis que l'empereur, assailli par toutes les armées de l'Europe, se débattait comme un lion courant des l'une à l'autre des jouants. Le manœuvre par la rapidité de ses mouvements, trompant tous leurs calculs et les épuisants des fatigues d'autres ennemis bien plus dangereux à Paris, se liguant au secret avec les étrangers pour hâter sa chute. Messieurs de Talleyrand, qui l'avions choisi plus chef, ne se connaissant pas cependant leur style avidité ou teint qui exigeait leur impatience. Ce grand homme de Napoléon, 15 années de victoire éclatante, les ressources inépuisables de son génie, son indomptable caractère, la possibilité d'un arrangement même au milieu des combats, une fin de l'attitude de la France qui formait encore les feux peu l'empereur. Tout lui commandait, une marche très circonspecte. D'ailleurs, quelle destinée lui préparions les Bourbons? Avions-ils oublié
58, toujours hostile envers eux depuis fin Song, hein? Le 13 fut à l'Assemblée constituante, les ministres du Directoire et de Napoléon, le prêtre marié, pouvait-il trouver grâce devant Dieu? Mais si d'un autre côté la France triomphait enfin de tant d'ennemis, qui n'avait-il pas à craindre du vainqueur hérité qui devait être instruit de ses pervis de manœuvre? Fallait-il achever loin de son pays dont la prescription était juge d'une vieillesse infirme et déshonorée? Il s'appliqua donc à continuer, ses amis. Il peut n'être pas écrasé par les coups violents de l'impétueux ministre de la police. Son esprit ingénieux et habile s'appliqua à jeter l'inquiétude et les troubles dans l'âme du duc de Rovigo. Celui-ci avant dit-on présidé à l'exécution du duc d'Enghien. Il n'en avait pas caché les détails, qu'on avait un cœur exagéré et la haine contre lui était devenue furieuse de la part des royalistes. Père d'une famille très nombreuse, sa fortune n'était pas assez considérable pour qu'il peut se passer des traitements du gouvernement.